au niveau de la métropole, on est l'exemple même de la tolérance entre différentes religions et différentes cultures, mais là aussi on peut le marquer par le fait que l'histoire de la Réunion a amené à cette tolérance finalement, puisque dès le départ, les esclaves et même après l'abolition de l'esclavage, on avait déjà cette mixité culturelle et mixité des origines, et c'est ce qui a créé un fort métissage sur l'île. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va parler de la Réunion, d'une partie de son histoire. Bonsoir Corinne Salmon-Mareux. On était resté autour de 1848. Oui, on était resté sur comment la démographie homme-femme s'est déroulée entre le début et jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Et ce qui est un paradoxe encore à cette époque, c'est que l'économie donnait la valeur à la femme. Plus elle était rare, plus elle avait de la valeur. Et c'était vrai à partir de 1863, lorsque Louis Payen débarque à La Réunion avec des femmes malgaches et plus tard arrivent des indo-portugaises. Et on arrive à 1848, c'est la fin de l'esclavage. Et cette fois-ci, on va voir que c'est encore un peu plus compliqué. C'est encore un peu plus compliqué. Alors je commencerai d'abord par une citation de Cicéron qui me plaît beaucoup. Ne pas savoir ce qui s'est passé avant que tu sois né, c'est te condamner à être toujours un enfant. Effectivement. Et c'est une grande plaie des Réunionnais de ne pas savoir son histoire, de ne pas comprendre l'origine même de la Réunion, comment elle s'est créée, comment la démographie s'est créée, quelle est l'histoire de la Réunion et des Réunionnais. Et ce que dit Corinne Salmon-Mareux est d'autant plus important que cette histoire, elle est complexe. Elle est complexe sur ses racines, sur ses origines, sur l'évolution institutionnelle, statutaire. Et que d'être toujours baladé par les autres, c'est clair que ça ne fait pas des Réunionnais des hommes bien ancrés dans leur île, dans leur histoire et dans leurs origines. Et tu parles d'ancrage, Jismi, et tu verras qu'on va y arriver, mais l'ancrage, la difficulté d'ancrage, c'est ce qui fait la Réunion, et c'est ce qui a fait la Réunion d'avant, et c'est ce qui fait la Réunion aujourd'hui. Ça restera toujours la principale difficulté d'attachement à son histoire et donc à peut-être avec une incidence sur l'épanouissement au XXIe siècle, que ce soit des hommes ou des femmes. D'autant plus vrai que les rares analyses sociologiques faites en ce sens n'ont jamais été vraiment dévoilées parce qu'on dit toujours qu'un arbre qui n'a pas de racines ne vit pas longtemps. Et puis c'est des pièces de puzzle à mettre dans l'ordre, d'aller prendre un peu partout et de mettre dans l'ordre pour comprendre en fait. C'est une vraie recherche. Et lorsque 1848, l'esclavage est aboli, tout le monde pense que la liberté va apporter vraiment... Non, on va le voir, c'est ça. Je pense que les personnes à l'époque se sont concentrées sur la liberté. D'ailleurs, ils ont bien fait parce que les conditions de vie étaient irrespectueuses. Enfin, c'était très 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 difficile. Donc, il fallait cette liberté. Mais effectivement, la liberté a eu de grandes conséquences. La liberté, c'était soit les esclaves acceptaient de retourner dans les champs de canne de leurs anciens esclavagistes, soit ils n'avaient pas de travail. Et ils vont choisir une troisième voie. Alors, pour rappel, lors de la précédente émission, on a fini l'intervention depuis l'origine de l'arrivée des premières femmes, donc en 1654. Et ensuite, on s'est arrêté effectivement jusqu'à quelle était la démographie entre hommes et femmes une fois que l'abolition d'esclavage a eu lieu. Donc pour rappel, depuis l'arrivée des premières femmes sur l'île en 1654, il y avait déjà un déséquilibre homme-femme, comme on l'avait vu. Il y avait 3 hommes pour une femme pendant les périodes de traite active, et il y avait ensuite 2 hommes pour une femme entre l'interdiction de la traite et l'abolition de l'esclavage. Donc on va partir de ce moment-là, et il s'avère que les femmes ont mis au monde plus de filles que de garçons. Alors les changements qui ont entraîné l'abolition de l'esclavage dans la relation homme-femme, on est déjà dans une forme de disparité aussi en matière de répartition de tâches au niveau des travails, puisque les femmes sont plutôt des femmes de maison et les hommes sont des hommes de plantation, de main-d'œuvre. Ils travaillent dans les champs.
De fait, l'abolition de l'esclavage, effectivement, permet à tout le monde de devenir libre et d'être affranchi, hommes comme femmes. Mais, on parlait d'ancrage tout à l'heure, il y avait déjà au sein des communautés d'esclaves un détachement du rôle patriarcal parce que les hommes et les femmes se sentaient livrés à eux-mêmes mais d'un point de vue sociologique et psychologique puisqu'ils ont été déracinés dès le départ. Ils ont été enlevés de leur terre d'origine et avec le manque que crée ce déracinement de ne plus avoir d'attachement ou d'identité, tout simplement. Ou d'identité culturelle, traditionnelle, qui est très souvent transmise par les ancêtres, le plus souvent. Et donc déjà, en période d'esclavage, au sein même des communautés d'esclaves, il y a un détachement du rôle patriarcal qui s'explique par plusieurs choses, qui s'explique aussi par le fait que la promiscuité des hébergements d'esclaves fait que, et puis plus les viols que subissaient les femmes, fait que de toute façon, les enfants, il est difficile d'avoir une affiliation, puisque l'enfant est moins reconnu. On ne sait plus c'est l'enfant de qui, quand bien même il y avait c'était cette phrase célèbre de l'époque, on savait qui était la mère, mais c'était difficile de savoir qui était le père. Sauf que les femmes s'inscrivaient déjà dans une démarche de prendre ces petits-hauts, et de les prendre sous leur aile et d'endosser toute la responsabilité de subvenir à leurs besoins, etc. Et il y avait déjà une forme de détachement de la part du père, ou même de rejet de la part du père. Oui. Ce qui fait que ça s'est marqué d'autant plus au moment où l'esclavage a cessé, puisqu'on a pu remarquer que pendant l'esclavage, c'est ce que tu as dit, les maîtres avaient obligation, notamment par le biais des ordonnances qui avaient été signées, avaient obligation de nourrir et de vêtir et de loger les esclaves, de bien les traiter. Enfin, c'était rationné, mais voilà, ils avaient une obligation. Bien traité, oui. Voilà, de faire en sorte que la main-d'œuvre reste utilisable. Une fois que l'esclavage a cessé, il a été aboli, les maîtres non seulement n'étaient plus tenus à cette forme d'obligation, donc les hommes qui, eux, étaient la main-d'œuvre la plus manuelle, ils n'avaient plus d'obligation de subvenir à leurs besoins, ni de les vêtir, ni de les nourrir, ni de les loger. Et à ce stade-là, la liberté qu'ont trouvée les esclaves a généré la première précarité, une forme de précarité sévère, puisque les maîtres devaient par conséquent maintenant payer, non plus, du coup on ne va plus parler d'esclaves, mais on va parler d'employés, mais ils n'avaient pas l'argent pour payer les employés. Donc c'est la souveraineté française qui a pris le relais sur certaines propriétés pour payer, pour verser un salaire aux employés. On va juste rappeler qu'à l'époque déjà, lorsque Santa Garriga est arrivé pour annoncer l'abolition de l'esclavage, il a fallu négocier la vente de ces esclaves. Donc c'est l'État qui a déjà payé pour la liberté des esclaves. Ouais. Donc l'État va payer pour qu'ils puissent vivre un peu, quoi. Oui. Et puis les maîtres locaux n'étaient absolument pas d'accord. L'abolition de l'esclavage, avant qu'elle se réalise, il y a eu beaucoup de tractations, beaucoup de conflits, parce que les maîtres criaient au loup sur l'île de la Réunion. On va même rappeler que vers 1800, autour de 1800, lorsque Napoléon abolit d'abord l'esclavage en 1802, après qu'il le rétablit en 1804, à cette époque-là déjà, certains propriétaires d'esclaves voulaient que la Réunion soit indépendante pour ne pas être obligé d'appliquer les lois françaises. Et justement, les lois françaises, c'était une série d'ordonnances entre 1840 et 1845 qui obligeaient de subvenir aux besoins des esclaves. Oui, parce que de toute façon ou d'une autre, il fallait quand même respecter, parce que ça a été un débat en Europe, c'était de reconnaître le statut d'être humain à ces individus. C'était ça la difficulté. Oui, c'est dur. C'est vraiment un sujet difficile. Très difficile. Enfin, moi, ça me touche énormément. Parce qu'il faut accepter que des hommes regardaient des êtres, parce qu'ils étaient noirs, comme des objets, comme du matériel. C'était ça, dans le code noir, c'était ça le statut de l'individu. Oui, le clivage blanc-noir est historique. Et immense surtout. C'est un grand fossé entre le blanc et le noir. Le blanc regarde le noir, mais alors d'une façon assez incroyable. Alors, d'une façon générale, déjà on l'a vu pendant la période d'esclavage, il y avait une forme de désolidarisation de l'univers familial, du rôle patriarcal, matriarcal, et livrés à eux-mêmes par la suite, après l'abolition de l'esclavage, l'écart n'a fait que de se creuser, et encore aujourd'hui, on le vit, les femmes vivent seules, s'occupent des enfants, et que ce soit avec des minima sociaux
ou avec un emploi à temps partiel, elles prennent le relais encore aujourd'hui. C'est un mode de vie qui devient, on pourrait dire, une habitude. La question, elle est simple en fait. Les esclaves étaient enlevés dans leur village ou dans leur tribu. Donc c'était une façon de vivre. Oui, une façon de vivre. Et donc c'est brutal. Et cette façon de vivre-là, d'une manière un peu ironique, s'est perpétuée. La femme, quand il y a eu donc la fin de l'abolition de l'esclavage, elle a préféré la liberté et élever seule, et les difficultés, les souffrances d'élever seule un enfant ou une enfant, plutôt que d'avoir à subir encore, à supporter un homme. Exact. Et du coup, la tendance s'inverse par rapport au tout départ de l'histoire de l'île, puisqu'on avait plus d'hommes que de femmes, et aujourd'hui c'est l'inverse. Il y a plus de femmes que d'hommes. J'allais dire, c'était naturel, parce que d'une façon ou d'une autre, les hommes mourraient plus tôt. Et oui, plus confrontés à des difficultés. Les hommes meurent plus tôt, et les femmes vivent plus longtemps, commencent déjà à vivre plus longtemps que les hommes, et c'est vrai qu'à un moment donné, la courbe s'inverse. Oui, la courbe s'inverse. D'ailleurs, si on repart à l'abolition de l'esclavage, on a ensuite, 100 ans plus tard, la Réunion qui devient un département français, donc en 1946, et le mode de vie s'occidentalise. Donc là, on rentre dans une ère de consommation. Les métiers se multiplient dans le secteur tertiaire, et les familles cherchent de plus en plus un cadre de vie plus équilibré, comme en Occident, avec des mariages. Il y a une chose quand même qui change par sereine. Rapport à la métropole. Parce qu'à la métropole, déjà, il y a une évolution. La classe moyenne est beaucoup plus forte, plus présente. Et comme c'est l'Église qui gère encore les valeurs familiales et les valeurs sociales, donc les mariages, même si l'un trompe l'autre, mais le cadre familial, c'était un père, une mère et des enfants. Alors que la Réunion, c'est une femme, des enfants, mais on ne sait pas où est le père. Voilà, et on ne sait pas où est le père. Ou alors on sait où il est, mais en tout cas, il ne participe pas à la vie de famille, soit par choix de la part du père, ou de la mère. ou par rejet de la part de la mère. Parce que, encore une fois, il y a des femmes qui ne supportent pas d'être... Et puis, il y a aussi les traditions africaines. Je veux dire qu'il y a des femmes qui étaient là, étaient mamans, avaient élevé les enfants, et que l'homme était à part aussi. Il y avait des traditions africaines qui faisaient que dans les héritages génétiques et tout, on gardait ces valeurs-là. On gardait ces valeurs-là, effectivement. Et c'est ce qui explique que la femme réunionnaise a plutôt tendance à être maître de la situation, maître des finances de la maison, maître de l'éducation des enfants. Elles prennent beaucoup de responsabilités, et au final, l'homme, alors soit il disparaît, ou soit, effectivement, il n'a pas une place qui pourrait satisfaire sa virilité, parce que c'est aussi un ancrage génétique de devoir être l'homme de la maison, l'homme de la situation, d'avoir des responsabilités, d'être un pilier familial, sauf que l'histoire des Réunionnais ne permet pas cet ancrage-là, que l'homme soit un pilier. C'est plus souvent le contraire. Oui, et puis il y a aussi quelque chose à l'issue de l'abolition de l'esclavage qu'il va falloir prendre en compte, c'est l'immigration qui continue à La Réunion. Les différents peuples continuent à enrichir les composantes de la société réunionnaise, et c'est aussi le choc des cultures. Les Réunionnais d'origine chinoise n'ont pas la même façon de vivre que les descendants d'esclaves. La communauté musulmane a des règles que n'ont pas les Réunionnais qui sont de confession chrétienne. Donc ça fait quand même un choc des cultures. Alors un choc culturelle ou une grande mixité finalement par rapport au mélange des origines. Et encore une fois, on l'avait dit précédemment, mais la Réunion, c'est vraiment le territoire qui est alors privilégié ou pas, mais en tout cas aujourd'hui, il est l'exemple au niveau de la métropole. On est l'exemple même de la tolérance entre différentes religions et différentes cultures, mais là aussi on peut le marquer par le fait que l'histoire de la Réunion a amené à cette tolérance finalement, puisque dès le départ, les esclaves et même après l'abolition de l'esclavage, on avait déjà cette mixité culturelle et mixité des origines, et c'est ce qui a créé un fort métissage sur l'île, mais aussi avec des conséquences où les données, en tout cas, qui sont recensées, montrent qu'il y a plus de violence
intrafamiliale et conjugale à La Réunion que dans d'autres communautés, et comme tu l'as dit, asiatiques par exemple, parce que leur mode de fonctionnement de la famille, de l'éducation ou des traditions est totalement différente. Et pour le dire ainsi, je veux dire, quand on regarde dans la classe moyenne, les parents frappaient volontiers les enfants, et là je peux vous assurer que on a eu quelques exemples. Et à l'école, prendre des coups, c'était normal. Le prendre des coups à la maison, c'était normal. Et quand un parent prenait le fouet ou le nerf-bœuf pour corriger l'enfant, martiner. C'était quelque chose de naturel. L'enfant ne pouvait que se soumettre. Oui. C'était habituel. Ouais. Et c'est ce qui fait ce choc culturel, puisque dans l'histoire, nos parents ou les parents de nos parents avaient l'habitude d'éduquer les enfants de cette façon. Non, surtout de recevoir des coups. Oui, de recevoir des coups. Eux, ils ont reçu des coups. Après, ils ont donné leurs enfants. Donc c'est devenu un outil éducatif naturel et habituel. Et au fur et à mesure, on est en train de le décliner, mais pas pour tous, puisqu'on a encore des racines différentes sur le territoire, je veux dire. Chaque famille qui est sur le territoire réunionnais a des racines différentes, donc ne sont pas nés du même côté, et il y a ceux qui frappent et ceux qui ont été frappés. Et ça génère encore des habitudes aujourd'hui, on le voit encore aujourd'hui au XXIe siècle. Publiquement, on peut en être témoin d'enfants qui sont maltraités. Et à l'attitude verbale déjà des adultes, on devine bien ce qui doit se passer à la maison. Donc c'est aussi une éducation. Et d'ailleurs, à partir du moment de la départementalisation, à partir des années 50, il va commencer à avoir ce qu'on appelle le regard de l'administration sur l'éducation. Et on va même, à un moment donné, parce que les femmes d'origine modeste avaient beaucoup d'enfants, on va même mettre en place une forme de contraception, parfois violente, pour que ces femmes aient moins d'enfants. Et généralement, ces femmes ne le savaient pas et vivaient ça après d'une manière, lorsqu'on parle de violence intrafamiliale, une femme qui d'un coup ne peut plus enfanter est déconsidérée aussi bien par elle-même que par son conjoint, son mari, que par son environnement. Et ça crée aussi des départs de violence. Ouais. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur ces éléments-là et revoir qu'à partir de 1946, la politique familiale, parce qu'il va y avoir une politique familiale. Mais le problème, c'est que si on creuse un peu, et je dis pas creuse parce que il va y avoir les enfants de la Creuse après, on va voir que tout n'est pas honnête, tout n'est pas sincère, et que les plus pauvres vont subir les lois, pas de la République, mais de certaines personnes qui croient qu'il faut contrôler la démographie chez les personnes les plus pauvres. Et je terminerai sur... on avait soulevé la question lors d'une émission précédente, la démographie homme-femme à La Réunion. En 2018, on recensait 446 000 femmes pour 410 000 hommes. Je dirais que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont seuls. Non, je déconne. Tout âge confondu. Merci Corinne Salmon-Mareux pour ces données. On vous revoit la prochaine fois. On va reprendre, on va continuer là-dessus et voir un petit peu justement cette balance entre... J'y balance parce que ça ouvre sur beaucoup d'éléments. La balance entre les hommes et les femmes à La Réunion et expliquer peut-être, trouver un peu les origines des problèmes, des violences intrafamiliales. On cherche à comprendre les origines pour ensuite trouver les solutions ou des pistes de réflexion en tout cas pour améliorer le bien vivre ensemble, hommes-femmes. Merci Corinne Salmon-Mareux, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.